Ça fait 50 ans qu'un seul et même score aide les médecins à prendre des décisions de vie ou de mort dans le tumulte des urgences. Mais, et si cet outil, aussi fondamental soit-il, commençait à montrer ses limites? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Voilà la question centrale. Imaginez un peu le chaos d'une salle d'urgence. Un patient arrive, traumatisme crânien. Chaque seconde compte. L'équipe, elle, a besoin d'un langage commun, d'une mesure quasi instantanée pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ce patient. Et ça, c'est un défi absolument immense. Eh bien, la réponse à ce défi, elle est arrivée dans les années 70 et ça a été une vraie révolution. On a enfin eu un outil qui a créé pour la toute première fois un langage universel pour évaluer ce genre de blessure. Et cet outil, c'est l'échelle de coma de Glasgow, ou GCS comme on appelle. Créé il y a 50 ans, son but était complètement révolutionnaire. En finir avec les descriptions vagues, comme léthargique ou stuporeux, et les remplacer par un score, un chiffre, simple et objectif. Pour la première fois, un médecin à Tokyo pouvait comprendre exactement l'état d'un patient décrit à un médecin à Paris. Alors, comment ça marche, le GCS? Eh bien, c'est basé sur 3 observations toutes simples. Est-ce que le patient ouvre les yeux? Est-ce qu'il arrive à répondre verbalement? Et est-ce qu'il bouge? Chaque réponse donne des points pour un score total qui va de 3, ça c'est le coma profond, à 15, pour une conscience tout à fait normale. Le génie du truc, c'était vraiment sa simplicité. Seulement voilà, après 50 ans de bons et loyaux services, même les meilleurs outils finissent par vieillir. Et pour le GCS, ces failles, elles peuvent avoir des conséquences vraiment sérieuses. Alors, prenons le problème le plus flagrant, le score verbal. Imaginez un patient intubé pour l'aider à respirer. Il ne peut pas parler. Donc, toute une partie de l'échelle devient inutilisable. C'est un gros souci. Et ce n'est pas tout. Le GCS ignore complètement des signes vitaux comme les réflexes des pupilles, qui sont pourtant une fenêtre directe sur l'état du tronc cérébral. Si on ajoute à ça le fait que l'évaluation peut être un peu subjective et que l'alcool ou les drogues peuvent tout fausser, eh bien le tableau devient vite assez flou. Et cette citation, elle résume le problème à la perfection. Le score le plus bas, 3, peut aussi bien correspondre à un patient dans un coma profond qu'à une personne décédée. Ça montre bien le manque de finesse de l'échelle, un manque qui peut être dangereux. Donc, face à ces limites, il fallait bien trouver quelque chose. En 2005, des chercheurs ont mis au point une alternative, une version plus moderne, conçue pour donner une image bien plus complète de l'état neurologique du patient. Et cette alternative, c'est le score FOR. Son nom veut tout dire, Full Outline of Unresponsiveness, en gros le tableau complet de l'inconscience. L'idée, c'est vraiment d'offrir une vue d'ensemble, avec une note qui va de 0 à 16. Et c'est là qu'on voit la différence fondamentale. Le score FOUR, lui, il laisse tomber le score verbal, celui qui pose si souvent problème. Et à la place, il intègre 2 choses cruciales. L'évaluation des réflexes du tronc cérébral, on parle de la réaction des pupilles, du réflexe de tout ce genre de choses, et l'analyse de la respiration. Et ça, ce sont des infos vitales, objectives, et qu'on peut mesurer même si le patient est sous respirateur. Bon, la grande question c'est, est-ce que ce nouveau score est vraiment meilleur? Pour le savoir, une étude de 2025 les a mis face à face. Et là, les résultats sont sans appel. Pour prédire les chances de survie d'un patient, le score FOUR est beaucoup plus précis. Il atteint un score de performance de 0,91, sachant que 1, c'est la prédiction parfaite. Le GCS, lui, il plafonne à 0,78. En médecine, un tel écart, c'est énorme. Pour le dire plus simplement, le score FOR est plus performant pour repérer les patients qui risquent de décéder, c'est ce qu'on appelle la sensibilité. Mais il est aussi meilleur pour identifier ceux qui vont s'en sortir, ça c'est la spécificité. Au final, sa précision globale est bien meilleure. Et ça en fait un outil beaucoup plus fiable pour prendre des décisions critiques aux urgences. Mais attention, ce n'est pas juste un débat de spécialistes, ça a un impact direct sur une des règles les plus sacro-saintes de la médecine d'urgence. Pendant des décennies, le mantra c'était « GCS à 8, on intube. Point. » Et ça, c'est une décision hyper lourde. Placer quelqu'un sous respirateur artificiel, ce n'est pas anodin, il y a des risques. Mais est-ce qu'une règle qui repose sur une échelle vieille de 50 ans, une échelle dont on connaît les failles, est-ce que c'est toujours la meilleure chose à faire? La question se pose vraiment. Parce qu'en fait, quand on regarde les études, ce dogme commence sérieusement à vaciller. Une grande revue de la littérature a montré que les études se contredisent. Rien ne prouve de façon claire et nette que cette intubation systématique empêche vraiment les complications. Et pire, il y a un manque sidérant de recherche solide pour appuyer cette pratique. Ça veut dire qu'on prend des décisions très lourdes, basées sur une règle qui n'est pas si bien établie que ça. D'où l'urgence d'avoir de meilleurs outils d'évaluation. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de ce face-à-face entre ces 2 scores? L'histoire du GCS et du score FOR, c'est bien plus qu'une simple comparaison de chiffres. C'est un rappel puissant que même ce qu'on considère comme l'étalon or en médecine n'est pas gravé dans le marbre. Et ça nous amène à une question plus large. Si une règle aussi fondamentale que celle-ci peut être remise en cause,
Combien d'autres dogmes médicaux qu'on prend pour acquis mériteraient peut-être un second regard? Après tout, la science, elle, ne s'arrête jamais.